Lawrence Joseph Bader vit dans l'Ohio. Il est vendeur d'ustensiles lorsqu'il disparaît subitement en mer en 1957. Sheila MacDonald, elle, c'est une chanteuse écossaise folk à succès qui prépare tranquillement son troisième album lorsque plus personne n'a de ses nouvelles à partir de 1972. De son côté, Natasha Ryan a 14 ans en 1998 lorsqu'elle disparaît de Rockhampton, sa ville natale, en... Qu'est-ce qui m'appelle? Hey, salut Hey, Rafu, comment ça va? salut Charlie, ça va et toi? Bon anniversaire, Bah dis écoute, donc! merci beaucoup, 36 ans, ça fait plaisir, merci. 36 ans, incroyable. Dis donc, qu'est-ce que tu fais de beau là en ce moment? Bah écoute, là, alors j'ai pas vraiment le temps, là, j'ai mes parents qui doivent m'appeler en visio pour mon anniversaire, là, ça va pas tarder dans 10 minutes à l'autre. C'était très sympa, Rafu, merci beaucoup, passe une bonne journée, je Ah bah t'appelle, attends, bientôt. tu vas pas me Salut. raccrocher comme ça, René. Je te dérange tant que ça ou quoi? T'es bizarre, Charlie. T'étais pas en train Non, non, d'enregistrer une vidéo par hasard? non, 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 du tout, du tout. Ah bon? Non, parce que il me semble qu'on était censé faire une vidéo ensemble, une collaboration ou un truc comme ça. C'est pas ce que t'es en train de faire là maintenant, là. Non, non, du tout, mais t'inquiète, je te rappellerai pour ça, ça va venir, c'est gentil. Salut, D'accord. Et Rafi. Charlie, t'es sûr que ça va? C'est bizarre quand même. T'es... ça sent le truc pas normal, là. Oui, je suis désolé, Rafi, oui, j'étais en train d'enregistrer, j'étais en train de faire une vidéo. Mais tu comprends, t'as 50 000 abonnés sur ta chaîne, moi j'en ai pas beaucoup. Je me suis dit que la collaboration elle profiterait beaucoup plus à moi qu'à toi, quoi. Tu comprends? Ah bah T'as pas super, mais besoin, c'est quoi. pas qu'une histoire de profiter, c'est une histoire de plaisir de faire des vidéos ensemble. Oui, mais ça me fait plaisir. Mais tu vois, je vais faire je vais faire une vidéo sur des histoires de disparition, des dénouements incroyables. Tu vois, ça s'improvise pas comme ça. Il faut du talent, il faut de l'écriture. Enfin, t'as pas ça, quoi. Enfin, je veux dire. Bah non, j'ai pas. Eh mais attends, une histoire de disparition mystérieuse avec un dénouement incroyable. Oui, oui, là, tu t'en as pas là, par exemple. Bah si, j'en ai Si. peut-être une. Là, maintenant, là, Ouais, là maintenant, ouais. là, tout de suite, maintenant, là. Ouais, je pense. Bah écoute, Rafu, vas-y, c'est à toi. C'est parti. Allez, let's go. Le 31 août 1998, Jennifer Kerwin dépose sa fille Natasha Ryan, une jeune ado de 14 ans, à l'école située dans sa ville natale de Rockhampton, en Australie. La journée se passe, mais le soir venu, la jeune fille ne rentre pas. Jennifer, morte d'inquiétude, finit par appeler la police, mais la disparition ne sera tout d'abord pas prise au sérieux du tout par les policiers, parce que Natasha a déjà un antécédent de fugue. En effet, un mois plus tôt, en juillet 1998, elle avait déjà fugué de chez elle et avait été retrouvée 2 jours plus tard, cachée dans un motel avec son petit ami de 22 ans, Scott Black, qui vit lui aussi dans la même ville. La police suppose donc que Natasha s'est une nouvelle fois enfuie avec lui et elle se rend chez le fameux Scott Black, mais celui-ci est formel, Natasha n'est pas avec lui. À ce moment, la police commence à être un petit peu plus vigilante, à se poser des questions et même à s'inquiéter. Et si Natasha avait réellement été enlevée? Les inquiétudes se renforcent lorsque la dernière personne à avoir vu Natasha déclare que cette dernière était devant un cinéma en train de fumer une cigarette tout en discutant avec un homme âgé. Des témoins disent aussi avoir entendu les pneus d'une voiture déraper peu de temps après. La police entreprend alors de vastes recherches, notamment dans d'immenses zones de brousse qui sont incendiées afin de faciliter les fouilles. Plus de 100 volontaires des services d'urgence locaux répondent présents. Les autorités y mettent vraiment les moyens puisque cela coûte au total plus de 400 000 $. Mais aucun résultat. La police soupçonne dès lors sa meilleure amie, Mayora Tokotoha, 15 ans, de l'avoir assassinée, mais ne trouve absolument aucune preuve pour étayer leurs suspicions. Le temps passe et l'inquiétude grandit chez les parents de Natasha. D'autant plus que 8 mois après la disparition de Natasha Ryan, un autre fait secoue Rockhampton. Keira Steinhardt, une petite fille de 9 ans, est enlevée alors qu'elle rentre de l'école. Là encore, des centaines de volontaires fouillent les parcs, les voies navigables et la brousse dans le but de retrouver l'enfant. Et malheureusement, le corps de la petite Keira est retrouvé dans la brousse, située à la périphérie de la ville. Elle avait été agressée en plein jour, traînée dans une voiture, puis violée sur la banquette arrière, avant d'être tuée. Qui a bien pu faire ça? En mai 1999, la police détient un suspect pour le meurtre de Keira, Leonard
Fraser. Il est finalement accusé de kidnapping, de viol et de meurtre. Mais la police va plus loin et le suspecte d'être un tueur en série par rapport à la quantité anormale de disparitions d'enfants et de jeunes filles dans les environs. Alors la police l'interroge tandis qu'il est derrière les barreaux en attendant son procès et ils utilisent même d'autres détenus pour essayer de lui soustraire des informations. Et une fois qu'ils ont suffisamment d'éléments, les autorités passent un marché avec Fraser. Celui-ci finit par avouer les meurtres de Sylvia Benedetti, Beverly Lego, l'homicide involontaire de Julie Turner et le meurtre de Natasha Ryan. Il demande en échange de ses aveux d'être tenu loin des autres prisonniers. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les détenus qui sont pris à des enfants, en général, ils ne sont pas très bien accueillis au sein de la population carcérale, si vous voyez ce que je veux dire. Le deal est passé et Fraser doit donc être jugé en avril pour tous ces meurtres. C'est après ces aveux que la famille de Natasha décide de tenir un service commémoratif à Bundaberg, dans le Queensland, le jour où la jeune fille aurait dû avoir 17 ans. Eux qui avaient gardé espoir pendant 3 années que leur petite Natasha soit toujours vivante, doivent maintenant se résoudre à accepter le fait que ce ne soit pas le cas. C'est environ 70 personnes, familles et proches de la disparue, qui se rassemblent afin de relâcher des ballons dans le ciel et de regarder des vidéos de Natasha quand elle était la demoiselle d'honneur au mariage de son père. Sa famille est effondrée. 2003, le procès de Fraser débute. Mais le 11 avril 2003, en plein procès, un rebondissement complètement inattendu survient. Le procureur informe le tribunal que Leonard Fraser n'est pas coupable du meurtre de Natasha Ryan. Le père de Natasha manque de s'évanouir à cette annonce. Le procureur lui demande alors de le rejoindre et lui donne un téléphone avec des instructions bien précises. Il lui demande de poser une question à la personne au bout du fil, mais une question dont seule sa fille pourrait connaître la réponse. C'est alors qu'il lui demande « Est-ce que tu te souviens du surnom que je te donnais quand tu étais petite ?» Et c'est là que la jeune fille à l'autre bout du fil répond « Sauterelle ». Aucun doute, c'était elle, la fille pour laquelle il avait organisé un mémorial 2 ans plus tôt, pour qui lui, son ex-femme Jenny et les frères et sœurs de Natasha s'inquiétaient et pleuraient toutes les larmes de leur corps depuis près de 5 ans. Mais que s'est-il passé ? Revenons un petit peu en arrière. Il s'avère que quelques jours auparavant, la police a reçu une lettre anonyme disant « Natasha Ryan est vivante et elle va bien », avec le numéro de téléphone d'une maison située dans la banlieue de Frenchville. Dans la nuit du 10 avril 2003, la police décide alors de perquisitionner la maison qui est louée par Scott Black, celui-là même qui était le petit ami de Natasha à l'époque de sa disparition. Et la jeune fille, alors âgée de 18 ans, est retrouvée cachée dans une armoire, vivante, après 4 ans et demi de disparition. Malgré cette découverte, le procès reprend. Le 30 avril, Natasha assiste à ce qui est son propre procès pour meurtre afin de répondre aux questions. Elle dit au tribunal qu'elle n'a jamais rencontré Fraser et ne connaît même pas le témoin qui a déclaré l'avoir vu avec un homme âgé devant le cinéma le jour de sa disparition. Mais pourquoi Natasha a-t-elle fait ça ? Se cacher de sa famille pendant des années en se faisant passer pour morte ? Eh bien, elle ne révélera jamais réellement la raison, mais elle dira « J'étais en colère contre tout le monde et contre tout. Je ne voulais pas être à l'école, je ne voulais pas être à la maison, je ne voulais pas être dans cette vie. » Il faut noter que ses parents, à l'époque, étaient en plein divorce et que cela ne se passait pas super bien à l'école. Elle a donc préféré vivre recluse dans une maison aux rideaux sans cesse baissés, avec aucun contact à l'extérieur, ni aucun rayon de soleil sur sa peau. Elle passait son temps à regarder des vidéos, à étudier l'allemand en ligne, à apprendre à coudre et faire des exercices de gym. Les quelques rares fois où elle sortait, c'était à la faveur de la nuit pour aller à la plage, mais seulement quand il faisait très, très sombre, uniquement les nuits sans lune. Pendant ce temps, pour ne pas que Scott attire l'attention en allant acheter des tampons ou des serviettes hygiéniques, Natasha coupait des morceaux dans des serviettes de bain
pour les utiliser à la place. Dès qu'un visiteur venait, Natacha courait se cacher dans l'armoire de la chambre jusqu'à ce que la personne s'en aille. Mais elle déclare que ça n'était pas si horrible que ça et qu'ils étaient heureux parce qu'ils avaient réussi à créer leur petit chez eux, leur petit cocon. Et même s'il y avait des moments où elle souhaitait revoir sa mère, le mensonge avait pris bien trop d'ampleur pour qu'elle réapparaisse simplement comme ça du jour au lendemain. Quand Leonard Fraser accepte le deal et est officiellement accusé de son meurtre, elle pense qu'il s'agit d'une blague, d'un subterfuge pour la forcer à sortir de sa cachette. Et de peur d'être emprisonnée, elle ne dit rien du tout. Cette histoire déclenche une tornade médiatique et l'Australie, bien qu'heureuse qu'une disparue soit en réalité vivante et en bonne santé, se sent menée en bateau. D'un côté, il y a des personnes qui souhaitent aider à payer ce qu'avait coûté sa recherche, et de l'autre côté, il y a des personnes qui exigent que le couple soit condamné à une peine de prison. En 2005, la cour du district de Rockhampton condamne Scott Black à 3 ans de prison avec sursis pour parjure. Il ne fera qu'1 an et devra aussi rembourser 16 000 $ par rapport au coût de l'investigation menée en 1998. 1 an plus tard, Natasha Ryan est reconnue coupable d'avoir causé une fausse enquête policière et est condamnée à une amende de 1 000 $. Et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les peines sont justes ou disproportionnées l'une par rapport à l'autre? Marquez ça en commentaire. Enfin, en tout cas, vu ce qu'ils ont touché de la part de nombreux médias pour pouvoir raconter leur histoire, nul doute qu'ils ont payé leurs amendes assez facilement. Ils ont d'ailleurs, entre autres, reçu 120 000 $ pour la signature d'un contrat qui donne l'exclusivité de leur histoire à l'entreprise PBL. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au début des recherches pour sa fille, Jenny avait déclaré « Je ne crois pas que Natasha m'aurait laissé endurer toute cette douleur si elle était vivante quelque part. » Alors qu'en fait, sa fille se cachait à moins de 5 minutes de chez elle. Leonard Fraser, quant à lui, mourra en prison d'une crise cardiaque en 2007. Natasha et Scott se marièrent en septembre 2008. 15 ans après sa réapparition, Natasha, qui s'appelle désormais Tash Black, a disparu des yeux du public avec son mari et leurs 4 enfants. Elle a étudié les sciences infirmières à la Central Queensland University et elle est censée, aujourd'hui encore, travailler dans ce domaine, même si l'on pense qu'elle a quitté la ville. La dernière fois que Natasha ou Scott ont fait une apparition publique, c'était en 2011, lorsqu'il s'est présenté devant le tribunal pour avoir refusé de faire un alcotest. Je sais pas vous, mais moi, je n'ose même pas imaginer la douleur de la famille. Et j'aurais bien aimé aussi que soient un petit peu plus approfondies les raisons pour lesquelles elle est partie de chez elle, parce que j'ai quand même un petit peu de mal à croire qu'une enfant de 14 ans s'en va comme ça de chez elle, sans qu'il n'y ait de problème majeur dans son entourage. Je me suis même demandé si elle ne se sentait pas menacée ou n'était pas abusée par un proche, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet-là. Ben voilà mon Charlie, écoute, j'espère que cette histoire de disparition mystérieuse t'a plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de venir la raconter sur ta chaîne. Et maintenant, il me tarde vraiment de découvrir les histoires que toi tu nous as préparées. Merci beaucoup Rafu, évidemment, ça m'a fait très plaisir de collaborer avec toi pour cette vidéo. Merci d'avoir accepté d'ailleurs, puisque c'est moi qui t'ai proposé. N'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne, je sais que vous êtes très nombreux à être abonnés déjà à sa chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir vraiment ce qu'il fait, parce que la qualité de ses vidéos sont vraiment top. Et en plus, les histoires sont très prenantes. Donc merci encore Rafu, c'est parti pour la 2e histoire au dénouement incroyable. Le 15 mars 1957, Lawrence Joseph Bader, un vendeur d'ustensiles de cuisine qui vit à Akron dans l'Ohio, loue un bateau d'environ 4 mètres pour aller pêcher. Il embrasse sa femme Marie-Lou, lui dit au revoir et lui explique qu'il reviendra en début de soirée. Mais Marie-Lou essaie de l'en dissuader. Le temps à l'extérieur n'est pas au rendez-vous et une tempête est annoncée. Ce ne serait pas prudent de prendre la mer. Mais Lawrence ne l'écoute pas. Il prend une petite valise et part en direction du lac Erie. Malheureusement, Lawrence, qu'on appelle aussi Larry, ne refera jamais surface. Son bateau est retrouvé le lendemain après cette tempête. Le bateau est endommagé. Il manque une rame, la petite valise qui contenait semble-t-il quelques affaires, et Larry n'est pas retrouvé. Sa femme est sous le choc. Le couple a 3 enfants et Marie-Lou doit accoucher en plus du 4e. Lawrence ne sera jamais retrouvé et sera même déclaré mort en 1960. Quelques années plus tard, à Omaha, dans le Nebraska, un homme se faisant appeler Fritz Johnson fait parler de lui et attire l'attention.
Cet homme est une personnalité bien connue du petit écran puisqu'il est devenu animateur. Fritz Johnson semble vivre le rêve américain. Et pourtant, il n'a pas été gâté par la vie, ce Fritz Johnson. Il raconte à tout le monde qu'il n'a aucune famille, qu'il a quitté l'armée en 1957, avant d'arriver sans argent ici, à Omaha, dans le Nebraska. Et c'est grâce à son bagou, à sa sympathie, à sa bonhomie, qu'il va se faire une place et devenir très populaire. Il va tout d'abord obtenir un poste de barman et très vite être recruté comme DJ et animateur pour la station de radio locale. Et Fritz est un excentrique. Il a cette idée, un peu saugrenue, pour lutter contre la polio, qui fait rage à l'époque, de rester perché pendant 30 jours en haut d'un mât en buvant des martinis. C'est ainsi qu'il va non seulement amasser de nombreux dons pour cette cause, mais aussi attirer l'attention des habitants de la ville. Et c'est un peu le début de la gloire. C'est ainsi qu'il commence à mener la belle vie, celle d'un célibataire, un célibataire conduisant un corbillard, ça aussi c'est original, un corbillard qu'il a acheté, qu'il a équipé d'oreillers, d'un bar et d'un brûleur d'encens. Et ce corbillard, il va le nommer son véhicule de chasse parce qu'il l'utilise pour aller draguer les minettes d'Omaha. Et il n'avait pas vraiment de mal, ce Fritz Johnson, parce qu'elles semblaient toutes tomber sous son charme. En 1961, soit 4 ans après son arrivée à Omaha, son ascension continue. Il devient directeur des sports de la chaîne locale KETV7. Et la même année, il épouse même la jolie Nancy Zimmer, une femme divorcée de 20 ans, et adopte même sa fille. Plus tard, en 1963, le couple donne même naissance à un fils. Mais voilà, tout ne va pas être tout rose puisqu'en 1964, une ombre au tableau arrive. On va découvrir que Johnson Fritz est atteint d'une tumeur cancéreuse. Une tumeur cancéreuse située derrière son œil gauche. Ce qui lui vaut de perdre cet œil gauche et de porter du coup un cache-œil. Mais il va en guérir de ce cancer. Il va en guérir et il va même en faire une force. Il va commencer par mettre un bandeau déjà pour cacher son œil, un peu à la façon d'un pirate. Il va se laisser pousser la moustache, et tout ça va le rendre atypique, ça va apporter quelque chose en plus dans sa personnalité, ça va lui donner un certain charisme. Atypique, tout comme ses passions d'ailleurs, puisqu'il possède un élevage de poissons exotiques, et pour l'époque ça c'était atypique, et en plus de ça, il faisait du tir à l'arc. Et cette discipline a toujours été importante pour lui. Il a toujours dit qu'il a utilisé le tir à l'arc comme une sorte de thérapie. Quand il était soldat, il a été blessé, et c'est le tir à l'arc qui lui a permis de s'évader quand il a dû quitter l'armée. C'était une sorte de bouffée d'oxygène pour lui. Et il est plutôt très doué dans cette discipline, à tel point que la Sanders Archery Company va lui demander de les représenter lors d'un salon de démonstration d'équipement à Chicago. C'est un événement incontournable pour les amateurs de tir à l'arc du pays. Lui, il est ravi et il accepte cette proposition. Il se rend donc à Chicago le 2 février 1965. Il y a beaucoup de monde ce jour-là, je vous rappelle que c'est un événement très attendu. Et un homme qui tient un stand de vente d'articles de sport le remarque. Cet homme paraît stupéfait. Il reste bloqué sur le visage de Fritz Johnson. Il connaît ce visage. Un visage différent de celui dont il se souvient, parce qu'il n'avait pas de bandeau ni de moustache. Ce Fritz Johnson ressemble vraiment à un ami à lui. Un ami qui a disparu, sans laisser de traces, tenez, il y a quelques années, en mer, lors d'une tempête. Un certain Lawrence Joseph Bader. Il n'en croit pas ses yeux. Il faut absolument qu'il demande confirmation à quelqu'un. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que la nièce de cette personne disparue, de Lawrence Bader, Susan Peika, habite à Chicago justement. Alors ni une ni deux, il l'a fait venir pour y jeter un coup d'œil. Et elle aussi est convaincue. Alors elle s'approche de Fritz Johnson et elle lui demande « Pardonnez-moi, mais n'êtes-vous pas mon oncle, Lawrence Bader, disparu il y a 7 ans ?» Fritz Johnson est amusé. Lui, il ne la reconnaît absolument pas. Il lui explique qu'il y a méprise. Mais Susan est sûre d'elle. Alors elle lui demande un service. Elle lui demande de passer un coup de fil à Richard et John Bader, les frères de son oncle disparu. Fritz accepte. Et lorsque les deux hommes entendent la voix de Fritz, c'est le choc. Ils reconnaissent la voix de leur frère disparu. Alors ils décident de prendre l'avion le plus rapidement possible pour se rendre à l'événement de Chicago et voir si leur intuition est bonne, voir si Suzanne dit aussi la vérité. Et ils demandent aussi d'ailleurs à Marie-Lou, qui elle se croyait veuve, souvenez-vous, et qui ne s'était d'ailleurs pas remariée depuis la disparition de son mari, de les accompagner. Mais elle refuse catégoriquement, parce qu'elle ne croit pas à cette histoire. Pour elle, ce n'est pas possible. Très rapidement, les deux frères arrivent sur place et sont persuadés qu'il s'agit de leur frère disparu en mer il y a 7 ans. Fritz les accueille chaleureusement, mais lui est navré. Il est navré de leur dire que non, ce n'est pas lui, que lui est une personnalité publique de Omaha et qu'il n'a pas de famille, qu'il est orphelin. Il a grandi dans une institution. Mais les deux frères et la nièce n'en démordent pas. C'est lui, c'est Lawrence. Et il y a une façon assez simple de savoir si c'est lui, parce qu'il y a dans le dossier militaire de Lawrence Joseph Bader ses empreintes. Il n'y a donc plus qu'à les comparer pour être fixé. Et Fritz, encore une fois, accepte sans problème de donner ses empreintes. La police fait le nécessaire et vérifie si oui ou non il s'agit du même homme. Et la nouvelle tombe. Les empreintes
correspondent. Fritz Johnson est bel et bien Lawrence Joseph Bader. Alors vous imaginez, cette incroyable histoire fait la une de tous les journaux du pays. C'est du jamais vu. Alors que plus personne n'avait entendu parler du vendeur d'ustensiles de cuisine sans histoire, voilà qu'il réapparaît 7 ans plus tard en célébrité de la radio et du petit écran. C'est totalement incroyable. Fritz lui aussi est sous le choc. Il est sous le choc parce qu'il explique que c'est un coup de massue qui s'abat sur lui. Il maintient sa version. Il est alors confronté par les policiers à son passé. Et il maintient qu'il ne comprend pas. Il jure qu'il ne sait rien du tout de ça. Il répète « Je suis orphelin, j'ai vécu toute ma vie dans un orphelinat, j'ai rejoint l'armée, j'ai été blessé et ensuite je suis arrivé à Omaha en 1957. » Il n'a aucun souvenir de ce qu'on lui raconte et peine à croire à tout ça. C'est comme si 30 ans de sa vie ne s'étaient jamais produits. La mission des enquêteurs va commencer et va devoir déterminer une chose très importante. Lawrence est-il amnésique ou fait-il exprès parce qu'il voulait fuir ses dettes? C'est quelque chose que je n'ai pas précisé au début de l'histoire, mais Lawrence Joseph Bader, au moment où il part en mer en 1957, avait une dette, et une dette très importante, une dette de 20 000 $ et des démêlés avec le fisc. Ou alors, il a été victime d'une amnésie qui lui aurait fait perdre tout souvenir de son ancienne vie, allant même jusqu'à inventer inconsciemment des souvenirs. C'est toute la question de cette affaire. Une nouvelle analyse d'empreintes est réalisée, ce coup-ci par le FBI, et elle confirme la correspondance encore une fois. Alors aux quatre coins du pays, chacun y va de sa théorie. Pour les uns, c'est un escroc, un usurpateur, alors que pour les autres, eh bien, il a été victime d'un accident, un accident ayant provoqué une amnésie. C'est possible. Et il y a un autre problème qui vient se rajouter à tout ça. Son assurance vie de quand il était Lawrence Joseph Bader ressurgit. Et oui, s'il est toujours vivant, il doit alors rembourser l'argent qui a été versé à son épouse Marie-Lou. Et la somme est énorme, ils doivent rembourser 40 000 $, sans compter la sécurité sociale qui versait à Marie-Lou 245 $ par mois depuis 7 ans. C'est une somme incroyable. Mais il y a un autre problème. Ce monsieur a donc 2 femmes. Marie-Lou, sa première femme, et Nancy Zimmer, avec qui il s'est marié à Omaha. Et ça, je vous apprends rien, c'est interdit en Amérique. Alors en vertu de la loi, son deuxième mariage, celui avec Nancy, est considéré comme nul et non avenu, car il est interdit de contracter un mariage si l'ancien n'est pas terminé. Alors aux yeux de la loi, encore une fois, c'est à Marie-Lou qu'il est marié. Le problème, c'est que Marie-Lou, elle, était à 2 doigts d'accepter la demande en mariage de son nouveau compagnon. Et oui, elle a commencé à refaire sa vie. Vous le voyez, la situation est très compliquée et l'enquête continue. Fritz est présenté à des spécialistes, des médecins, et pendant 10 jours, il est soumis à des tests. Et ces médecins s'accordent à dire que la théorie de l'amnésie traumatique est possible. C'est rarissime, mais ça s'est déjà produit de perdre la mémoire sans s'en rendre compte. Est-ce le choc? Est-ce peut-être la tumeur qu'il a contractée, souvenez-vous? Ou alors cette version qui peut tenir? Se sentant acculé par les dettes, il a préféré fuir en sachant que sa femme serait à l'abri avec l'assurance vie. Toujours est-il que pendant la suite de sa vie, il n'a jamais changé d'avis, jamais changé de version. À la suite de ce scandale, il sera licencié de la station de radio où il travaillait, il sera même poursuivi pour fraude, et Nancy, sa deuxième femme, qu'il a épousée à Omaha, va s'éloigner très loin de lui, elle ne veut plus le voir. Seule Marie-Lou essaiera de faire retrouver la mémoire à Fritz, qui ne reconnaît même pas ses enfants. En fait, il ne reconnaît personne. Et puis ça va être la descente aux enfers pour lui, sans ressources, il va devoir faire face à de gros problèmes financiers, il va devoir retourner à son premier emploi de barman quand il est arrivé. La seule bonne nouvelle pour cet homme, c'est que les médecins, après plusieurs entretiens, plusieurs tests psychologiques, séances d'hypnose, semblent vraiment penser que Fritz dit la vérité. Mais pour l'opinion publique, et c'est ce qui restera, et ce qui reste aujourd'hui, il est un menteur. En tout état de cause, certaines personnes de son entourage lui ont conseillé de retourner vivre dans sa famille d'origine, mais lui, il a toujours refusé. Il ne veut pas être testé au quotidien, il ne veut pas qu'on lui ressasse cette histoire, qu'on essaie de lui faire retrouver absolument la mémoire, parce qu'il maintient sa version. Et 1 an plus tard, tout se complique pour cet homme, il est pris de violents maux de ventre, et quand il va consulter, on lui annonce qu'il a un cancer du foie, un cancer à un stade très avancé, et c'est comme ça que dans la foulée, le 16 septembre 1966, à seulement 39 ans, il décède. Fritz Johnson, ou Lawrence Joseph Bader, repose désormais auprès des siens dans la parcelle familiale du cimetière d'Argonne, et on ne sait toujours pas à ce jour s'il s'agissait d'une amnésie ou d'une escroquerie, mais ce qui est sûr, c'est que ce cas est considéré comme l'un des cas d'amnésie les plus bizarres du XXe siècle. Plongeons-nous à présent dans une histoire un peu plus récente, celle de Sheila MacDonald, une chanteuse folk écossaise. Elle est née en 1948 à Édimbourg. Sheila MacDonald est assez connue à l'époque. Elle sort 2 succès, 2 albums,
Ces albums sont un tel succès qu'elle décide du coup de prendre le temps d'écrire un nouvel album qui sera donc son 3e. Mais Shelag MacDonald, pendant ce laps de temps où elle se met à l'écart, disparaît subitement en 1972. Ses amis et ses collaborateurs n'ont absolument aucune idée d'où elle se trouve, ni même si elle est encore en vie. Et puis peu à peu, on va l'oublier. On va l'oublier pour ne plus parler d'elle. C'est comme si elle n'existait plus. Personne ne sait où elle est. Mais dans les années 2000, plusieurs années après sa disparition, ces albums sont réédités en CD. Des anciens musiciens de Shelag décident de faire une réédition, une compilation de ces anciens titres. Et cette sortie, cette réédition, figurez-vous, attire le regard d'un journaliste qui s'appelle Charles Donovan, qui se pose la question de savoir ce qu'est devenue la chanteuse. C'est vrai finalement, elle a sorti 2 albums à succès à l'époque, mais qu'est-elle devenue aujourd'hui ? Dans les années 2000, où est-elle ? Est-elle encore en vie ? Et ce Charles Donovan va donc écrire un article qui va sortir dans un célèbre journal, et dans cet article, il s'interroge encore une fois sur le sort de la chanteuse. Et la presse écossaise s'intéresse à son tour à cette question et à cette disparition mystérieuse. Notamment un journal écossais, le Scottish Daily Mail, qui va en faire un article assez conséquent, et le visage de Shelag MacDonald à l'époque fait la une de ce journal. On parle d'elle. Et tout le monde commence à se poser cette question, c'est vrai, elle est où ? Elle est devenue quoi, cette chanteuse ? Et quelques jours plus tard, après la sortie de l'article, c'est la stupeur. Un matin, une femme surgit dans la rédaction du Scottish Daily Mail et se présente en tant que Shelag MacDonald. Elle dit « c'est moi, je suis Shelag MacDonald ». Et elle va se confier au journaliste. Elle va raconter pourquoi elle a disparu il y a quelques années et pourquoi elle n'a jamais donné de nouvelles. Pourquoi on la croyait morte. Elle explique longuement au journaliste qu'après la sortie de son 2e album, elle s'est rendue à une fête. Et pendant cette fête, elle a consommé une quantité très importante de LSD qui va la faire rentrer dans un bad trip. Un bad trip qui va durer très très longtemps puisque pendant des semaines, Shelag MacDonald sera victime d'hallucinations. À tel point qu'elle va décider de retourner chez ses parents pour leur demander de l'aide. Elle est dans un état très préoccupant. Et 18 mois plus tard, lorsque ce bad trip va enfin la laisser tranquille et qu'elle aura récupéré ses moyens, sa santé, elle va se rendre compte avec horreur qu'elle a perdu sa voix. Elle n'arrive plus à chanter. Alors ses parents, qui n'ont jamais voulu qu'elle devienne chanteuse, vont lui conseiller de tout laisser tomber et de changer radicalement de vie. Ils vont lui dire « pars, éloigne-toi, va le plus loin possible ». Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va décider de parcourir l'Écosse avec son compagnon et de laisser tomber totalement la chanson. Et lorsqu'elle voit cet article, donc près de 30 ans plus tard, Shelag vit dans une tente avec son mari désormais. Elle est alors très surprise de voir que sa musique n'est pas tombée dans l'oubli et décide de revenir sur le devant de la scène. Elle est alors très surprise de voir que sa musique n'est pas tombée dans l'oubli et décide de revenir. Et figurez-vous qu'elle va donner sa première représentation en 2013, soit 41 ans après sa disparition. Son mari, avec qui elle a parcouru l'Écosse, décédera, lui, en 2012. Shelag MacDonald, si j'en crois les dernières nouvelles, est toujours en vie. Elle serait âgée de 74 ans. Et c'est une parenthèse, vous l'avez compris, qui se referme. Parce que tout le monde attendait son 3e album, ce fameux 3e album, à l'époque. Son histoire a été relayée partout, et elle continue de chanter aujourd'hui, et à être invitée un peu partout. Voilà, c'est la fin de ces 3 disparitions au dénouement totalement incroyable. Je voudrais remercier Rafu qui a accepté de collaborer avec moi dans cette vidéo. J'ai aussi collaboré sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dès maintenant sur sa chaîne. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux et j'accueille avec grand plaisir tous les nouveaux abonnés. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!